matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Romain Molina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, on vous a déjà reçu à cette antenne, journaliste d'investigation spécialisé notamment dans ces questions de sport, de football. Vous écrivez notamment, vous faites des enquêtes régulières pour le New York Times, The Guardian, CNN ou encore la BBC. Vous avez publié L'industrie du football, le tome 1, FIFA, criminalité et politique. Et aujourd'hui, vous nous présentez le tome 2, Macron, l'Afrique et la FIFA, toujours aux éditions Exuvie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'accueille également Valentin Schirmer, notre rédacteur en chef adjoint, qui connaît très bien les questions de football et qui vous avait interviewé sur le tome 1. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous. Alors, le tome 1, vous allez peut-être nous le résumer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais en gros, vous racontez évidemment cette industrie du football, les réseaux qu'elle couvre, 140 milliards de dollars blanchis par des organisations sportives de football, un réseau pédophile aussi que vous racontez, absolument terrible, couvert par la FIFA. Alors, je dis couvert, si ce n'est même directement organisé par des membres de la FIFA, peut-être y revenir un petit peu. Une organisation, la FIFA supranationale, qui fait pression sur les États, finalement, qui se présente comme étant même au-dessus des États. Pression politique et ce grand nettoyage en règle qui était censé être le FIFA Gate 2015 et le procès où on se disait ça y est, c'est fini évidemment, on lave tout ça et on sera plus blanc que blanc, promis. Ça c'était en 2015. Finalement depuis, évidemment non, pas forcément évidemment, mais depuis, les choses ne sont pas beaucoup plus propres, c'est ce que vous nous racontez. Et il se trouve que notre président est quand même, en tout cas s'implique très largement dans les affaires de la FIFA. Vous allez nous expliquer comment. Et alors là, on a justement une actualité qui vient de tomber hier, mais qui va tout à fait, qui continue la série que vous racontez dans votre livre. Où la FIFA et la FIA menacent de quitter Paris et de ne pas s'installer en France en raison du système juridique et fiscal, sans clarification par la reconnaissance d'un statut spécifique pour les fédérations sportives internationales. Il y a peu d'espoir, dit le communiqué, de voir les activités de la FIA et de la FIFA se développer davantage, et cela malgré tous les atouts incontestables de Paris. On voit donc une forme de pression sur la France pour donc une forme de chantage finalement contre les États de la FIFA, et c'est exactement ce chantage-là que vous décrivez à travers votre livre. Donc est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes dans ce dossier? Voilà, je vous remercie pour l'introduction. Ça, j'en avais parlé parce que depuis l'année dernière, il y a une convergence entre le patron de la FIFA, donc M. Infantino, et le patron de la Fédération internationale automobile, qui a son siège à Paris. À part la Fédération de football américain, il n'y a que la Fédération internationale automobile qui a son siège à Paris. Et en fait, vu que Cyril Morin, notamment le conseiller sport d'Emmanuel Macron, qui s'est considérablement investi lorsque la FIFA a délocalisé une partie de ses activités à Paris, donc cette antenne parisienne qui a été négociée suite à la Coupe du Monde 2018, et dont les pourparlers ont abouti en pleine crise des Gilets jaunes, ce qui est assez ironique, on l'avouera, puisque l'un des principaux thèmes de la discussion a été le statut fiscal. Et en gros, on a promis à la FIFA de créer plus ou moins un paradis fiscal pour eux. Je le rappelle, en pleine crise des Gilets jaunes, ce qui est quand même, on avouera, assez ironique, Oui. montrant les préoccupations du gouvernement. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils ont promis plein de choses, mais c'est difficilement tenable. Donc, l'année dernière, la FIA et la FIFA mettent un gros coup de pression officieux, parce qu'ils trouvent que ça tarde à venir et tout. Et on a cet amendement qui est proposé, je crois que c'est en octobre dernier, par les députés de la majorité, afin d'exonérer les institutions sportives internationales, enfin de créer plus ou moins un paradis fiscal à ce niveau. Oui. Finalement, ce n'est pas passé plus loin parce que l'amendement était brinque-ballant. Honnêtement, C'était retoqué. c'est un peu les pieds nickelés. Oui. On avait reçu à l'époque, je rappelle juste Éric Boquet du Parti communiste, le sénateur. Ouais, mais c'est un peu les pieds nickelés. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est pas du foot en fait, c'est vraiment de la politique, la géopolitique, du business, enfin c'est tout. Moi, je vais pas mettre dans le domaine que je suis pas. Moi, c'est à travers le sport. Mais on voit à quel point, je sais pas comment ça se passe dans les autres domaines de la société française, mais à quel point l'incompétence et le fait, et c'est-à-dire l'ego, la vanité, parce qu'ils ont tenté quelque chose avec ce bureau de la FIFA à Paris, qui est un échec,
absolue à tous les niveaux. Et c'était pas compliqué à savoir de se dire, oh, on va faire un bureau de la FIFA à Paris pour améliorer l'influence de la France en Afrique. Alors, on demande à un enfant de 5 ans, pense qu'il est capable de faire une réponse en disant, mais non, ça n'a pas marché, en fait. Bah oui, ça n'a pas marché. Oui, mais la question, c'est plus grave que le fait qu'il n'ait pas réussi à avoir une influence en Afrique. La question, c'est pourquoi Emmanuel Macron tente coûte Non. que coûte, et à travers son conseiller, de se rapprocher de la FIFA. Ah, mais tous, mais tous les États. Pas Hmm. qu'Emmanuel Macron, tous, Oui, mais enfin, il se trouve que sont c'est notre quasiment, ils président. sont quasiment à genoux. Ouais. Non, mais ils sont quasiment à genoux, réellement. Même il y en a qui pensent que c'est simplement peut-être l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie. Non, ils sont à genoux. Et ce qui est le plus fou, c'est que lorsqu'il y a, on va dire, lorsque la FIFA est mécontente, elle menace. Ça peut être la France, peut être l'Espagne. Je donne cet exemple parce qu'aujourd'hui, les relations entre Emmanuel Macron et le président de la FIFA ne sont plus tellement idylliques. Parce qu'il y a eu des promesses non tenues, de l'incompréhension. De ce qui se raconte à la FIFA, le président français estime qu'on lui a volé une deuxième Coupe du Monde de suite. Bon, bref, je ne vais pas faire de commentaires, mais bon, pourquoi pas. Donc, ils sont dans ces bisbilles-là. Et surtout, il y a eu le cas de l'ancien président de la Fédération française de football, M. Noël Le Graët, puisque c'est Emmanuel Macron qui a clairement demandé à sa ministre des Sports, Mme Amélie Oudéa-Castéra, de le dégager. C'est pour ça d'ailleurs que le fameux audit sur la Fédération française de foot, il concerne quasiment que Le Graët, que visiblement qu'il y a eu des abus couverts à Clairefontaine. Personne n'a pris quand même sur ce dossier-là. Et puis il n'y a personne qui a été traduit en justice. C'est quand même magnifique. Pas d'article 40, rien du tout. Continue Madame la Marquise. Et en fait, la FIFA a menacé la France à ce moment-là parce que Noël Le Graët est un proche de Gianni Infantino. Donc il ne l'a pas accepté. C'est pour ça que derrière, publiquement, ils ont dit, oh, le bureau à Paris, on va le donner à Noël Le Graët. Alors qu'au final, il n'est jamais là. Mais c'était juste pour montrer les tensions politiques qu'il y a à ce niveau parce qu'ils étaient mécontents des promesses non tenues par le gouvernement français, qui, pour accueillir la FIFA, a quasiment tout promis, je le rappelle, la crise des Gilets jaunes, ce qui est quand même assez savoureux. Ouais. Alors, Valentin Chamer. Oui, non, c'est un livre très fouillé qui couvre énormément de scandales. On se demande en fait comment, après tous ces scandales, le sport, le football peut mobiliser autant de passion, puisqu'on voit que à tous les niveaux, que ce soit l'attribution des Coupes du Monde, que ce soit le traitement des joueurs, les matchs truqués, absolument à tous les niveaux, on trouve dans la FIFA des phénomènes de corruption. Et ce qui m'étonne, Romain Molina, c'est que vous aviez retracé cette histoire du FIFA Gate dans votre premier numéro. On avait une magistrate américaine qui était extrêmement fière de parader en disant je mets en lumière tout ce système et qui donc a fini par faire jusqu'à faire tomber Sepp Blatter, donc l'ancien président de la FIFA qu'on pensait intouchable. Donc ça a succédé à lui Monsieur Gianni Infantino, qui lui vante à longueur de journée cette nouvelle FIFA propre, et malgré les scandales qui sont révélés dans ce livre et ailleurs, cette magistrate-là, elle, s'est rangée du côté de Gianni Infantino. Alors comment est-ce que vous expliquez que cette nouvelle FIFA-là parvient à faire taire à ce point les oppositions? Voilà, 4 milliards, je crois, en compte en banque, déjà, ça va être pas mal, Ah oui. la FIFA. Et puis aujourd'hui, quelle organisation a plus de pouvoir que la FIFA dans le monde entier? Oui, non, mais il faut préciser qu'elle est rémunérée par la FIFA. Elle est Ah désormais. ouais, Loretta Lynch, elle est rémunérée par la Donc la FIFA pour donner procureure des générale séminaires et des conférences. Mais ouais. même si on va plus loin que l'argent, allez, quelle institution aujourd'hui a plus de pouvoir que la FIFA? Quelle autre institution permet à des dirigeants du football d'être reçus avec le tapis rouge parfois par des chefs d'État, dont certains parmi les plus puissants du monde? Quelle autre organisation n'a pas? Peut-être le Comité olympique international, et encore, c'est plus fermé. La FIFA, il y a un côté universel de par le football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États, je le répète, se mettent à genoux. Il faut imaginer que la France, quand même, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais là, on parle de la France, même si c'est une puissance déclinante, ça reste quand même la France. Capable de se mettre à genoux pour accueillir l'antenne de la FIFA à Paris. Mais c'est quoi leurs intérêts? Pourquoi? La Pologne s'était fait menacer par la FIFA parce qu'en gros, le gouvernement polonais commençait à surveiller d'un peu près les affaires de la fédération. Donc évidemment, comme d'habitude, le président de la fédération se plaint à la FIFA. On m'en veut. La FIFA envoie un courrier de menace à la Pologne. En gros, vous ne le touchez pas. Sinon, on va vous suspendre. Et peut-être vous retirer l'euro. Le gouvernement polonais lui trouve un compromis et c'est couché. Donc c'est-à-dire que ça concerne tous les États. Oui. Et pour résumer,
pour résumer, à chaque fois que le gouvernement ou la justice même d'un État commence à se Ouais. pencher sur certaines personnalités de la La FIFA FIFA arrive. qui, elles, il y a des magouilles financières, il y a surtout, on en a parlé dans la première interview et votre tome 1, c'est ces réseaux pédophiles très inquiétants, il y a du blanchiment d'argent, il y a vraiment toutes les corruptions possibles qu'on peut imaginer dans une mafia. Là, à partir du moment où l'enquête commence à suivre son cours, que fait la FIFA? Finalement, dire à l'État dans lequel l'enquête se déroule, attention, si vous Voilà. continuez cette enquête et si vous allez trop loin, vous perdez l'agrément de la En FIFA. gros, ils sont malins, ils disent oui, on respecte les lois des pays. Pas du tout. Et en fait, ils disent oui, mais ils estiment qu'il y a toujours un complot politique. C'est le complot! C'est le complot! Notre bon président de fédération, il est forcément gentil, parce qu'il vote pour nous. Donc en gros, ils vont expliquer que c'est une influence tiers. Par contre, ce qui est marrant, c'est que lorsque les États résistent un peu à la FIFA, c'est elle qui se couche. Mais la FIFA n'a pas vraiment de résistance. Maintenant, quand vous parlez de les listes des crimes, là, dans ce dernier ouvrage, j'évoque M. Nguy Sona, qui était président de la Fédération de Centrafrique, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, donc quelqu'un qui est dans les instances. Oui, oui. Ce monsieur est actuellement au tribunal de La Haye et est en train de comparaître pour crimes de guerre et contre l'humanité. Et il n'a pas un chef d'inculpation, il en a 15 quand même contre lui. C'est pas. Donc, on imagine que la nouvelle FIFA contenait en son sein ce monsieur. Quand même, derrière, je ne sais même pas comment, médiatiquement, on ne se pose pas la question. Il y a d'autres réseaux pédocriminels couverts, donc je vais aborder dans cet ouvrage. En Guinée, Mais ce notamment. qui est fou, alors peut-être que j'ai la peste et le choléra aussi en France, mais vous êtes les premiers qui en parlent et vous n'êtes pas une émission de sport. C'est quand même très drôle. Oui. Ben, je sais pas. Oui, le sport, et même là j'ai regardé par rapport à l'information d'hier, donc cette réunion et ce coup de pression officiel de la FIFA par rapport à Emmanuel Macron, j'ai regardé l'article de l'équipe qui a tendance à vouloir presque défendre la FIFA et dire oui, elle demande et la France n'aurait pas répondu. Donc c'est vrai qu'on voit réellement, en tout cas du côté des médias sportifs, mais bon... Après, ils ont raison sur un point, c'est que Macron et son conseiller ont tout promis. Ah oui, tout à fait. Mais c'était irréalisable. Et en fait, le véritable problème, c'est un peu comme pour les Jeux Olympiques d'ailleurs. Quoique pour les Jeux Olympiques, ils ont fait un cadre fiscal spécial. Ah, par contre, ils l'ont fait. Ça, maman, faut pas trop en parler, hein, mais ils l'ont fait quand même. C'était les pieds nickelés. C'est-à-dire que l'amendement, ils le font passer, il est ultra brinque-ballant, c'était sûr qu'il allait jamais passer. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, la FIFA, elle n'a pas imposé ses lois à un pays, en fait. Bah oui, Mais qui est le plus fautif là-dedans? La FIFA ou le chef d'État qui accepte ça? Parce qu'il y a tout ce côté d'égo, de vanité. Mais c'est pareil pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, la France va obtenir les Jeux Olympiques d'hiver 2030 parce que ce sont les seuls qui acceptent les conditions du Comité Olympique International. Moi, je vous rappelle cette anecdote qui m'a fait mourir de rire. Jens Weinreich est peut-être le journaliste le plus connu et référent sur l'olympisme. Il a quand même écrit, c'est vraiment un mec qui a des sources, que la Suède, qui était candidate, à l'intérieur du Comité Olympique International, il disait la Suède, c'est trop une démocratie. Alors, je pose une question. Si la Suède, elle est trop démocratique, ça veut dire quoi de la France? Quelle est les faveurs du Comité Olympique International et de toutes ces instances? Ça pose beaucoup de questions et donc je propose aussi de rentrer dans le cœur de ce sujet qui est donc les scandales en Afrique, puisque on le voit dans votre livre, l'Afrique est un continent rêvé pour la FIFA, puisque effectivement là il y a moins de problèmes de démocratie qu'en Suède, et donc on voit qu'à travers, parce qu'on vous parliez de ce président de fédération de Centrafrique qui est actuellement à La Haye, on en a un autre qui est donc qui a couvert des scandales pédocriminels en Guinée, dans un programme qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Donc là, on retrouve encore des liens entre la France, la Guinée et donc la pédocriminalité. Et l'Agence française de développement qui donc finance un programme soi-disant d'émancipation des femmes par le sport, qui se retrouve être un scandale sans nom. Et l'AFD n'a jamais démenti ce soutien et continue d'expliquer que son programme est un succès. Donc peut-être que vous pourrez nous en parler. On a un autre monsieur qui est élu depuis sa propre prison. Ça, je crois que c'est au Mali, monsieur Mougengi. Vieux Touré, et qui est membre du Conseil FIFA en plus. Hein. Et donc il est toujours membre. Très haut dans les instances. Donc il est en prison, mais il est toujours avec ses mandats. Donc c'est ça, il faut se rendre compte, on n'arrive pas à s'imaginer le niveau. En Tunisie aussi, il est en prison, président. Ah oui. Ah bon, c'est bien. Et il y a ça. eu un match en Coupe d'Afrique, c'était Mali-Tunisie. C'est le derby des présidents incarcérés.
Non, mais c'est Très, très génial. beau. C'est-à-dire, et on avait déjà vu dans votre premier livre, Seb Blatter qui ne voulait pas en fait que les États se mêlent. C'était une sorte de famille. Il y a vraiment une mafia, c'est-à-dire que la FIFA méprise les États, les lois, Ah oui. ils sont seuls au monde, quoi. Ah, il méprise le Mali, oui. Oui, Oui, je oui. peux. Et là, il méprise la Zambie, parce qu'hier, les autorités zambiennes ont appréhendé le président de fédération zambien, à quelques jours des nouvelles élections là-bas. Parce qu'en gros, pour faire simple, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération a demandé de l'argent pour l'hébergement et le déplacement de deux de ses membres. Et en fait, donc le gouvernement a payé près de 12 500 euros. Et en fait, ils se sont rendus compte que cet argent était transféré dans les comptes bancaires du frère du président de la fédération et un de ses amis, et qui sont pas membres de la fédération. Donc ils ont demandé à ce que l'argent soit remboursé. Ils n'ont pas remboursé. Ils ont attendu un peu les élections. Ah, tu veux te présenter? Ok, allons, t'arrête. Et donc là, la FIFA, pareil, est en train de menacer la Zambie. Maintenant, c'est le nouveau pays qui est menacé. Bon, ça, c'est génial. Maintenant, pour revenir sur la Guinée, le scandale qui est... Oui. Et c'est là où je suis quand même assez surpris, puisque, bon, je sors ce livre et je me suis dit, bon, je vais le faire sortir dans un média spécialement cette enquête-là, parce que ça mérite vraiment d'être mis en lumière. Donc, je fais avec Sport News Africa, parce que je les connais bien et on fait bien le boulot. Et je recontacte l'AFD, ils me répondaient jamais. Bon, là, je commence un peu à mettre la pression. Et finalement, j'ai une réponse de l'AFD, et là, c'est quand même le plus savoureux. Il faut imaginer que c'est quand même l'Agence française du développement qui, comme vous l'avez bien expliqué, se centre en Guinée, qui est partie du programme Championne donc de 2021 de la FIFA, qui est un projet d'émancipation des femmes, contre les violences du genre, voilà, We Are the World, avec l'UNICEF également en milieu, les plans internationaux, enfin, ils sont tous, qui financent ça à coups de millions. Et ben en fait, ils se sont fait une promotion pas possible pour leur image. Je rappelle qu'en 2021, l'ambassadeur français de Guinée et les ministres locaux sont sur place pour une grande conférence de presse. Bref. Et l'AFD vient quand même de m'avouer qu'ils reconnaissent avoir reçu des allégations d'abus sexuels et de comportements inappropriés et qu'ils ont contacté les autorités guinéennes. Mais que pas de problème, il y a un problème de sensibilisation. Alors là, je me dis, bon, on a quand même l'AFD qui l'avoue, il n'y a pas eu un mot. Rien d'autre, oui, dans les J'ai médias. fait publier ça sur Sport News Africa, qui est quand même, il n'y a pas eu un mot. J'ai contacté les gens de France 24 et TV5 Monde et RFI, j'en connais quand même un petit peu, c'est des fois ils me demandent des numéros. Bon, je peux peut-être aller me faire cuire un œuf. Il n'y a pas, c'est pas pour moi, il n'y a pas une personne. Alors que là, c'est que l'AFD, ça fait quand même partie du gouvernement français. Dans un programme politique, en utilisant le football afin de, soi-disant, améliorer l'image de la France en Afrique, en disant, regardez comme on aide nos amis africains, et notamment les femmes africaines, qui en réalité se font abuser sexuellement, parfois en étant mineurs. C'est Et il n'y complètement a pas faux. un mot. Non, ça, par contre, ça, j'ai jamais vu ça. Et la- Alors, la- je ne sais pas ce qui se passe médiatiquement, et je ne suis pas dans des idées de chasse aux sorcières, mais là, clairement, je vois qu'il y a un souci. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou j'en sais rien, mais qu'il n'y ait pas un mot en France sur ça, qui est un énorme scandale. et Alors vous- que l'AFD l'a voulu, et l'AFD ne donne pas plus de détails. Donc, quand vous avez reçu ces allégations, quelles autorités vous avez contactées? En fait, si je ne suis pas là pour mettre les mains dans le cambouis, personne. Et là, donc l'AFD vous a confirmé, vous, par mail ou par message Par mail. Ils ont reçu des allégations et qu'ils ont contacté les autorités guinéennes. D'accord. Exactement. Mais ils n'ont pas Et ils démenti. disent, par confidentialité, on ne peut pas faire plus. Ce que je comprends. Mais en fait, si je ne suis pas là, à la limite, à les harceler et à publier ça, qui va parler de ça? Mais vous doutez bien que ce sera comme d'habitude, ce sera mis sur le tapis. Et vous n'avez pas des problèmes d'ailleurs, directement, Robin Molina, Ah en faisant vos ben, enquêtes? je suis alors maintenant, là, en ce moment, je suis diabolisé que je serais complotiste. Ah Selon bah oui, l'équipe. oui. Bienvenue au club. Non, mais dans le sport, c'est rare, je suis le premier quand même. Et quand même, Oui. je veux dire, là, j'ai la primauté maintenant. Dans le sport, je suis tout seul. Il y a juste 20 personnes en tôle ou bannies suite à mes enquêtes, mais c'est peut-être moi le complotiste. Oui. Je sais qu'au ministère des Sports français, même pas trop. Mais oui, il y a des procès. Puis bon, il y a des choses assez bizarres parfois. Maintenant, je vais en rigoler, mais ça montre très bien que le milieu du sport en général est une mafia. Et pas que le foot, attention. J'ai fait des choses sur les sports de combat, c'est exceptionnel. En fait, c'est globalisé, et notamment en France. On a un ministère qui n'est pas un ministère des Sports, mais un ministère qui couvre les crimes du sport. C'est complètement différent. Et les méfaits. Et quand on voit ce bureau de la FIFA à Paris, j'incite vraiment les gens à acheter le livre pour qu'ils comprennent. C'est quand même la fraude politique, parce que aussi, enfin, je parle beaucoup de cette idée de France-Afrique qu'on a, qui n'existe plus réellement aujourd'hui. Il y a quelques vestiges, quelques bastions. Le foot en est l'un des derniers. Même si, même ça, l'influence est déclinante. Voir ce qui s'est passé au Togo avec Bolloré. Et tout. Bien sûr. Et en parlant d'un autre pays, on va parler d'un autre pays qui Eh bien, il faut qu'on aille dans le illustre. détail aussi. Vous avez parlé de la Guinée, mais il faut qu'on aille dans le détail aussi des informations que vous citez dans votre livre. Mais allez-y. Allez, bon, on va rester sur la Guinée un petit peu, puis on ira sur le Rwanda ensuite. Mais Oui. on peut quand même aller sur la Guinée. Oui, qu'est-ce qui prouve en fait que c'est ce système de pédocriminalité dans ce programme de l'AFD en Guinée?
Pour faire très simple, en fait, c'est l'académie de Nongo, donc, qui est gérée par la fédération, la FEDIFOOT. Donc, comme je vous dis, c'est promotionné par toutes les organisations. Sauf qu'en réalité, dans ce centre, si vous voulez jouer, faut coucher ou jouer aux amantes. Et il y a quand même une certaine impunité parce que quand vous avez des coachs qui envoient des messages privés par Facebook pour faire comprendre, ma petite, tu dois être gentille, j'ai besoin d'une amante, etc. Tu veux ta carrière, il y a quand même une certaine impunité. Les mecs sont quand même relax. C'est pas, il lui dit, faire ça, faire ça. Non, les mecs l'écrivent. Oui. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, le chantage à ce niveau-là, et je raconte aussi cette histoire d'une fille guinéenne qui, en fait, a été retrouvée dans un camp de migrants, de réfugiés, pardon, au Libéria, voisin. Et en fait, elle a raconté son histoire parce que ce camp est géré par les Nations Unies. Et en fait, elle était au centre, elle avait fui parce qu'elle avait été violée par l'un des dirigeants, qui est d'ailleurs mort depuis. Et en fait, le dirigeant, vu qu'il était marié, qu'il avait une bonne famille, elle était tombée enceinte, il voulait qu'elle avorte. Et elle, via ses croyances, elle ne voulait pas. Il a acheté la famille, littéralement, parce qu'on choisit évidemment des filles issues de milieux très défavorisés qui, des fois, n'ont pas tellement accès à l'éducation, parce qu'il y a une pression sociale et financière également. Et donc, bah, elle a fui. Elle a fui Conakry, la Guinée, et elle a été retrouvée un an après dans ce camp de réfugiés au Libéria. Et elle avait enregistré un très large message WhatsApp qui avait été envoyé aux autorités. Et après, l'ONU avait aussi fait ça. Ça avait paniqué un peu la Fédération de football, et puis on avait mis ça sous le tapis. Ouais, c'est Enfin, c'est un complètement drame fou. humain, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est ça. Et on rappelle que ce n'est pas le seul. Dans votre premier livre, je renvoie les auditeurs à votre premier livre, on a un scandale similaire de pédocriminalité en Tahiti. En Haïti, pardon, au En Tahiti. Haïti, En au Haïti. Gabon, Voilà. en RDC, Colombie, Mongolie. Et Il c'est y a tellement de pays, l'impunité. en fait, je sais même pas. États-Unis, France, enfin, il y en a tellement, je sais même pas par où commencer. Ouais, non, C'est un fléau majeur, la pédocriminalité dans le sport international. Et à chaque fois, ce sont les mêmes réponses. Sierra Leone également, Cameroun. Mais Gabon, Haïti, c'est vraiment. Le Gabon, c'est paranormal, j'en parle. Le Gabon, c'est paranormal. C'est aussi très politique. Il y a des gens en prison aujourd'hui. Mais la Guinée, voilà, la France est directement impliquée à travers l'AFD. Alors l'AFD reconnaît qu'il y a eu des allégations, c'est bien, de leur part. L'UNICEF ne répond, les autres ne répondent pas. Hein. Hmm. Mais si médiatiquement personne ne joue le jeu, bon, on pourra continuer à violer des gamines tranquillement en Guinée avec l'argent du contribuable français. Si je schématise un peu, c'est quand même ça aussi, hein, faut Ah oui, pas c'est quelque nos part. impôts, Hein. ouais. Bien sûr, c'est les impôts des Bah oui. Français qui financent ce programme. Bah, j'espère qu'ils seront contents, on sera contents de savoir. Oui, oui, bah je pense que les auditeurs sont très heureux et d'ailleurs, ils financent pas que seulement des programmes de pédocriminalité, enfin ce système pardon de pédocriminalité. On a aussi les liens que vous montrez dans votre livre entre Emmanuel Macron, Gianni Infantino et un certain Paul Kagame, Oui. donc président du Rwanda. Qui est accusé par certains, notamment Charles Onana qu'on a reçu à cette antenne, de crimes contre l'humanité, de génocide en République démocratique du Congo, en tout cas de soutenir des organisations qui se rendraient responsables de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que là, donc, en plus, on voit fleurir depuis quelques années beaucoup de clubs de football, le PSG, Arsenal, les Bayern de Munich, dès le slogan Visite Rwanda. Ce qui est quand même curieux parce qu'on se dit que le Rwanda n'a pas forcément les moyens de se payer des campagnes de communication dans ces grands clubs. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh, je pense que la plupart des pays auraient les moyens. Hein. Oui. L'argent, il manque pas hein, dans les pays. Hein. Ça dépend de leur utilisation. Oui. Alors bon, ce qui est très important, c'est que Paul Kagame est devenu la nouvelle coqueluche des fédérations sportives internationales. Alors déjà, c'est mauvais signe. Quand on commence à être l'ami de toutes les fédérations sportives internationales, parce qu'ils vont organiser les mondiaux de cyclisme. Championnat de cyclisme en 2025. Je rappelle que la Basketball African League, qui est donc le projet financé par la NBA et la Fédération internationale de basket en Afrique, toutes les phases finales se déroulent au Rwanda et que Visit Rwanda est sponsor officiel. Ce qui avait créé une polémique il y a un mois et demi lorsqu'un club burundais, le Dynamo, avait refusé de jouer avec les maillots Visit Rwanda. Bon, la fédération du Burundi a été suspendue immédiatement. Excuse de la Fédération internationale de basket envers le Rwanda, où d'ailleurs plusieurs membres du parti de Paul Kagame occupent désormais des postes clés au sein des institutions du basket mondial. Dans le football, c'est exactement pareil. Je rappelle que la dernière élection de Gianni Infantino s'est faite à Kigali, par applaudissement, où il a comparé plus ou moins ce qu'il a fait au génocide rwandais. Alors, j'ai pas trop compris la comparaison, mais pourquoi pas. Il est évidemment honnête, c'est ça. Il y a un nouveau bureau régional qui s'est monté à Kigali, et le nouveau patron de la commission éthique de la FIFA, c'est l'ancien procureur du Rwanda, M. Ngoma. Donc, évidemment, il y a de gros liens, mais en fait, ce qui est très intéressant dans le bureau qu'ils ont fait à Paris, c'est que Infantino servait un peu de médiateur pour faire passer des messages donc de la France à M. Kagame.
Et c'est vrai qu'on remarque que depuis quelques années, il y a un réchauffement des relations franco-rwandaises. Alors, ce n'est pas uniquement le fait de la FIFA de Gianni Infantino. Néanmoins, et c'est là où on voit le pouvoir incroyable de la FIFA, c'est qu'à un moment donné, à l'Élysée, on s'est dit, OK, il peut nous aider à ce niveau-là. Et il l'a fait. C'est Et, quand même fou, hein, et donc, quand on réfléchit. Paul Kagame a largement participé aussi aux négociations entre Macron et Infantino sur la. Non, pardon, c'est l'inverse. Non, c'est Infantino. Infantino, Oui, voilà. qui fait passer des messages. Après, il faut se rappeler que, par exemple, je parlais du basket, il y avait cette rencontre Macron-Kagame à l'occasion de la Basketball African League. Ça avait été très médiatisé, c'était pendant le Covid, ce qui avait personne en tribune. Et dans le même temps, vous parliez de ces investissements massifs du Rwanda dans le milieu du sport. On remarque que le Rwanda aujourd'hui est visible. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur leur capitale à Kigali, qui est capable d'organiser des événements comme, je pense honnêtement, c'est les seuls en Afrique centrale qui sont capables de faire ça aujourd'hui, au niveau international. Maintenant, quid de l'état de la province et autres, ça c'est un autre débat. Mais ça, ils ont réussi. Et si vous regardez bien, vous avez David Lapartien, le patron du cyclisme international, donc qui est français, hein, patron également du comité olympique français. C'est lui qui va défendre à longueur de temps Paul Kagame. Et dans le même temps, vous avez les clubs qui ont donc signé des partenariats avec l'East Rwanda. Alors, c'est par but touristique, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que le Qatar a fortement investi au Rwanda et qu'en fait, le Paris Saint-Germain a été un cheval de Troie et a permis de séduire quelque part un pays en disant voilà, vous allez annoncer sur le Paris Saint-Germain pour vos visions touristiques, ce que vous voulez. Et eux, en échange, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il y a la construction d'un nouvel aéroport international au Rwanda. Quel est l'actionnaire? Le Qatar. Vous avez également des négociations entre la compagnie aérienne Rwanda Airlines et Qatar Airlines. Et récemment, Qatar Airways, excusez-moi, c'est pas Qatar Airlines, Qatar Airways, a ouvert son premier hub aéronautique en Afrique, au Rwanda. Je rappelle également, ça c'est très ironique, qu'il y a eu un prix de l'anticorruption qui avait été décerné au Rwanda à Paul Kagame. l'émir du Qatar. Mm. Et Ah oui. ça, j'avoue que c'est bon. Mais que couvre, à votre avis, Paul Kagame, justement, derrière tous ces réseaux très influents? Que couvre-t-il, C'est lui, l'homme sur de place? l'Occident. Je veux dire, il a lui-même avoué récemment que le Rwanda servait de plateforme de contrebande des minerais. Il l'avait avoué dans une interview, mais comme il a dit, mais pourquoi vous ne parlez pas des bénéficiaires? Bah, bien sûr, bah, il n'a pas tort là-dessus. Mais il a totalement raison. Mm. Tout le monde ferme les yeux. Regardez ce que font encore les Britanniques avec le Rwanda. Ça, j'adore. D'ailleurs, on remarquera qu'ils avaient contacté le Botswana pour faire ça. Donc, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous êtes vous essayez de migrer au Royaume-Uni par bateau, vous faites choper. Oui. En gros, vous allez être Ah, ça- renvoyé au oui. Rwanda où votre cas va être jugé. Génial. Et on va voir si vous êtes accepté ou pas. Et en fait, les Britanniques cherchaient et ils avaient demandé au Botswana. Et le Botswana, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères il y a 2 jours, avait avoué que eux, ils ont dit, en fait, c'est hors de question. Le Rwanda, évidemment, a accepté. Le Rwanda est l'ami quand même de beaucoup de puissances internationales. Alors, vous remarquerez qu'ils y vont toujours doucement sur ce qui se passe à l'est du Congo. Alors qu'on a l'ONU qui a rappelé dans plusieurs rapports qu'en effet, ce que le Kigali dément, il y aura un soutien financier et logistique apporté au M23, en sachant que dans l'est du Congo, c'est quand même un peu la pagaille, hein, parce qu'il y a 5 armées nationales, enfin, il y a aussi des opposants burundais. Mais vous voyez les rapports très conflictuels qu'entretient le Rwanda avec les RDC, mais également avec le Burundi, qu'on a tendance à oublier. On pourrait aussi parler du rôle à ces troupes de l'Ouganda en RDC. Mais voilà, mais tout le monde donne un blanc-seing à Paul Kagame, et notamment sur cette vision sportive. Après, c'est vrai, son pays aujourd'hui fait du tourisme de luxe. Je rappelle que pour un permis, pour aller voir les gorilles dans un parc au Rwanda, 1 heure et demie, d'après vous, c'est combien? Pour 1 heure et demie. Bah, 2000 euros. 1 500 $. Ouais. 1 heure et demie. Mm. Et ça, qui en fait la promotion? Par exemple, les joueurs du Paris Saint-Germain, connaissez-vous. Donc en fait, ils visent un tourisme haut de gamme à travers le football et la caisse de résonance médiatique que cela peut donner. Et ça montre en fait tous les enjeux qu'on a derrière. Ce que certains diraient, ah, c'est 11 mecs qui tapent derrière un ballon, oui. Mais quand on voit tout ce qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est planétaire. Mais comment vous expliquez, parce que on comprend une énorme partie de la géopolitique africaine par votre livre et par les révélations que vous faites dans le sport. Et ce travail-là n'est pas fait par les journalistes de géopolitique classique, on va dire. Comment vous expliquez qu'il y ait ce mépris pour le sport? Parce que Ils là, sont très en surface. Je ne veux pas être méchant, hein, mais moi j'en vois. Je vais vous donner un exemple en fait qui moi m'a choqué. Il y avait un chercheur qui m'avait appelé. Je vais taire le nom du centre de recherche en France parce que je ne veux pas déjà assez d'emmerde. Il voulait travailler sur l'Arabie Saoudite, par exemple, dans le sport. Et à un moment donné, je lui dis, mais t'as déjà parlé à des mecs qui ont fait des deals en Arabie Saoudite? Comment ça se passe? Oh bah non. Je lui dis, donc t'as parlé à personne, des chercheurs, qui a travaillé en Arabie Saoudite? Ah non, j'ai lu des textes, mais je suis invité à une conférence de presse. C'est ça le niveau d'un chercheur? Là, j'ai pris peur. Je dis, c'est pas possible. Autant on a des gens comme Carole Gomez de l'IRIS qui fait le boulot,
Il y en a d'autres. Mais par exemple, sur l'Afrique en tant que telle, non, on n'a pas, clairement. Après, encore une fois, hein, il y a des journalistes qui font très bien le boulot sur le sport, hein, sur d'autres choses. Il y a Rémi Dupré au journal Le Monde, il y a Alban Oui. Traque à l'équipe, il y en a. Mais si on fait la synthèse sur ça, il y a pas grand monde. Alors que c'est en train de se jouer une énorme bataille diplomatique au niveau de la Confédération africaine de football entre l'Algérie et le Maroc. Vous avez le Rwanda qui est devenu super émergent. Il y a plein de trucs à expliquer à ce niveau. Par exemple, la Centrafrique, moi, je trouve que c'est exceptionnel de voir que Gianni Infantino avait quand même sorti à Bangui. Bangui est la capitale du monde. Il le dit après avoir été décoré de l'Ordre national du mérite remis par le Premier ministre sous ordre de Faustin Archange Touadéra. Je rappelle que ça, c'est 2 mois après, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 mois après les élections. Et si vous vous rappelez, il y avait une tentative de coup d'État avortée à Bangui. Donc 2 mois après, il arrive et là, il dit Bangui est la capitale du monde parce que, comme vous le savez, le foot, c'est la chose la plus importante du monde. Sous-entendu, Bangui est la capitale du monde parce que le roi du monde est venu. Et Et on lui a déroulé le tapis rouge dans un des pays les plus pauvres du monde. On l'a mis sa tête, son effigie sur des panneaux énormes. Et le plus savoureux quand vous regardez les images, mais ça, j'ai dû me débrouiller, il faut aller sur le site de la primature. Donc vous allez sur le Facebook de la primature, j'ai dû me taper toute la séance. Et à un moment donné, c'est assez ironique, rappelez-vous que la Centrafrique et la France ont quand même des relations embragées depuis quelques années. Et vous avez Wagner sur place. Ce qui est très drôle, c'est qu'on voit sur les images d'Infantino, qui je rappelle vient avec également le partenariat entre la Fédération française de foot et la Fédération centrafricaine, à un moment où les relations diplomatiques entre les deux pays sont très tendues. Mais vous avez sur le même truc donc des militaires centrafricains, et vous avez cagoulé tout blanc d'autres militaires. On ne sait pas Donc, qui je me sont. suis renseigné, je me doutais bien que c'était Wagner. Donc en fait, vous avez tout sur ces images-là, de la géopolitique un peu en Afrique, entre d'un côté Wagner, tout ce que vous voulez, de l'autre côté la France qui essaie de s'attacher en promettant des choses, etc., et au milieu Infantino, presque j'ai envie de dire en maître de scène. Jolie cérémonie, en effet. Et alors, il y a quand même une question dans tout ce que vous racontez. Et voilà, on pourrait parler beaucoup plus longtemps justement de ces malversations, des réseaux qui sont couverts, de la pédophilie dont on a parlé. Il y a aussi quand même du détournement d'argent, de la corruption. Euh, Comment aujourd'hui on peut réussir à remettre un véritable coup de propre et pas le coup de C'est les États. communication de 2015? C'est les États. Est-ce que c'est tant que le politique acceptera pour potentiellement une victoire ou l'organisation d'un tournoi sportif, on continuera comme ça. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer Oui, que c'est mais pas que le. à quel point c'est important pour le politique que d'avoir ces tournois sportifs chez eux? Il y a un côté opium du peuple quand même qui est réel, côté joie, effervescence, côté d'affirmation du régime. Je pense à l'Égypte quand elle remplace au pied levé, c'était le Cameroun, je crois, pour l'organisation de la CAN il y a quelques années, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils le font en un temps record et tout le monde dit oh là là, le pays est super bien tenu. Je rappelle qu'à l'époque, en 2010 ou 2011, la Coupe du Golfe qui s'est tenue au Yémen pour la première fois, alors que tout le monde pensait que le régime d'Ali Abdullah Saleh allait tomber, toutes les chancelleries occidentales se sont dit ah bah non, parce qu'il a très bien organisé ce tournoi, donc quelques mois après la révolution du pays. Mais donc si vous voulez, ça a donné une image tronquée et trompeuse. Il y a le prestige, côté un peu de pouvoir, montrer son régime, Hmm, après dire oui, ça va nous rapporter des retombées économiques avec le tourisme, je pense que c'est des conneries. ouais. Ça marchera, ce sont des puits sans fond, notamment les Jeux Olympiques. Ouais. Et puis après, il y a l'argent. Parce que ces gens-là, après, ils ont des commissions, donc les copains, ils travaillent. Regardez en France avec les Jeux Olympiques. Là, je vais vous donner un exemple. Et là, j'en vais même pas parler de foot, on va dire le foot, c'est puissant. Je vous parler du ski. Hmm. Alors, je veux bien que le ski, ça fait un peu d'argent, mais c'est pas aussi puissant que le foot. L'année dernière, la France organise les championnats du monde de ski à Courchevel. Vous avez Amélie Oudéa-Castéra qui nous dit de partout, oh, splendide organisation. Et parce qu'en fait, il était sur l'échec de l'organisation de la finale de Ligue des Champions en Seine-Saint-Denis, où vous vous rappelez, ça avait été le chaos. Donc là, elle arrête pas de dire, vous avez vu, on sait faire, en se vantant encore qu'il y a des bénévoles, hein, comme aux Jeux Olympiques. Je rappelle que ça s'appelle du travail dissimulé, mais bon, c'est pas grave, mais bon, ça n'a l'air d'inquiéter personne, parce qu'ils ne font pas partie d'une association. Donc l'État français fait du travail dissimulé en masse, mais c'est pas grave, félicitons ces pauvres gens qui sont exploités gratuitement. Hmm. Et donc, elle dit splendide organisation. Dans le même temps, vous avez France Bleu qui explique que, bah, en fait, le budget, visiblement, il a été explosé et qu'on aurait plus de 3 millions de trous. Il va y avoir un rapport sur ce championnat du monde. Ben, il est où le rapport? Ça fait plus d'un an. Plus personne n'a mis le mot sur cette splendide organisation qui a coûté, selon mes infos, entre 3 et 5 millions de trous. Oui. Et les JO. Qui a payé Oui. ces 3 à 5 millions de cette splendide organisation? Et pourquoi on dit rien? Parce qu'ils se sont dit, oh là là, ça peut potentiellement traver les chances pour 2030 et les Jeux Olympiques d'hiver. Et surtout, les gens du coin, ils sont reconnaissants, les politiciens, parce que c'est sûr que là, s'il y a les Jeux Olympiques d'hiver, ça fera des rentrées. Puis surtout, il y aura un comité d'organisation.
savez, ces comités d'organisation à 200 ou 300 000 euros le salaire par an. Donc, on essaie déjà de se placer, donc on dit rien. Donc, pour mettre les copains et se mettre soi-même, on met le dossier à la poubelle. Personne n'a parlé du déficit, à part France Bleu, à l'époque, depuis. Il y a peu de rapport. Il devait en avoir un, on ne sait pas où il est. Vous demandez au ministère des Sports, on ne vous répond pas. Donc, vous comprenez très bien que politiquement, tant qu'on aura toujours ces arrangements et ces combines des politiciens, qu'est-ce que vous voulez faire contre le milieu sportif? Et là, quand vous voyez ce qui se passe, la chienlit de l'organisation des JO qui arrivent. Je vous conseille quelque chose. Vous voulez rigoler? Oui. Vous allez tout à l'heure sur le site officiel des Jeux Olympiques, sur la boutique en ligne. Ah là, c'est magnifique. Là, les gens qui ont validé les produits dérivés, et en plus, attention, ils ont vendu leur licence à des entreprises françaises. Il y a des paires de chaussettes à 59 euros quand même. Non, mais je veux dire, c'est quand même. Non, mais il y a des chaussons à 68 ou 78 euros. Mais qui va acheter ça? Mais il faut voir le design. J'ai vu quand même un slip à 50 balles. Mais il est noté Paris 2024, je veux dire, quand même. Non, mais ça, à la rigueur, je veux dire, c'est presque de l'accessoire, justement. Mais non, parce qu'il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Il y a des gens qui ont été mis pour ça. Il y a des gens qui prennent le pognon du contribuable, le nôtre. Oui, mais quand on parle des piscines qui sont construites, quand on parle des dégueulasseries. Oui. Mais c'est honteux. Bien sûr. Moi, j'ai vu ça hier, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a 576 produits dérivés. Il y en a peut-être 3 ou 4 à peu près corrects. Or, les prix sont complètement hors de propos. Et je sais en interne que c'est un désastre. Mais quand on voit ça, parce qu'il y a des gens qui ont été nommés, je le rappelle, comment ils peuvent faire ça? Non, mais Ma compétence, elle est. Ça, c'est dans les accessoires, mais même quand on voit que les piscines ne vont pas pouvoir être fonctionnelles, que l'organisation. Enfin, il n'y a rien qui tient la route. À Tahiti. Oui. Ils ont pété du corail quand même, hein, avec leurs travaux pour aménager pour les profs de surf. C'est irrémédiable ce qu'ils ont fait sur la barrière de corail. Non, c'est pas sur la barrière de corail, excuse-moi, c'est des coraux. C'est la barrière de corail, elle est pas là. Mais je veux dire, c'est irrémédiable. Mais bon, je rappelle qu'on va nettoyer la Seine pour faire le triathlon. Bon, bah ça va, alors ça va. Macron va se baigner dedans. Oui. Oui, bah ça sera plutôt. On verra. Puis la surfacturation. Puis le fait qu'ils aient menti sciemment. En disant non, ça va à peine coûter de l'argent contre un Français. Mais arrêtez. Et dans le même temps, vous avez des athlètes qui doivent travailler à côté et qui vivent presque sous le seuil de pauvreté. Hein. Mais bon, il y a 80 médailles à les récupérer, donc bougez votre cul. Hein. Et qui vivent et qui vont être logés dans le village olympique sur des lits en carton et en filet de pêche, je crois. C'est les dernières informations. Je te rappelle quand même que les étudiants, ils se plaignent de quoi? Ils vont avoir 2 places en laissant leur logement. Bientôt, c'est Amélie Oudéa-Castéra, et puis c'est les Jeux du peuple. Hein. Ouais. Ah oui, les places le laissent penser, on sera tous très présents. Non, puis regardez les bénévoles. Je rappelle que c'est pas une association qui gère ça. Oui. Donc normalement, ça va être très dissimulé. Ça, c'est vrai que c'est une véritable question. Un grand avocat français qui me l'a dit. Il m'a dit, mais pourquoi t'en parles pas? Et là, il me sort le texte de loi, mais il me dit, regarde les statuts. Il me dit, là, dans le cas du bénévolat comme indiqué, ça ne peut pas passer. C'est du travail dissimulé. Donc, fait par l'État français. C'est quand même beau. Qui avait aussi régularisé tous les sans-papiers, parce que là, ils aiment bien les sans-papiers pour ça, pour faire les chantiers. Enfin, c'est. Je sais pas. Je crois que je sais même pas quoi dire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Romain Molina pour cette enquête et surtout j'invite tout le monde à retrouver le 2e tome, mais le premier évidemment, de cette très grosse enquête sur l'industrie du football. Ce 2e qui s'intitule donc l'industrie du football, Macron, l'Afrique, la FIFA, édition Exuvie. Vous avez compris la gravité de ce qui se cache derrière la FIFA. Enfin, j'espère que vous l'avez compris parce que il est quand même question de trafic d'êtres humains, il est question de corruption, il est question de blanchiment d'argent et tout ça aux yeux et au su et même encouragé parfois par certains politiques, dont même en France, qui souhaitent s'acheter des places ou voir briller leur image. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui est décrit par les enquêtes de Romain Molina. Merci beaucoup Romain Molina pour votre travail d'enquête et pour votre livre. Merci encore. Merci à vous Valentin Schirmer.